Bonsoir, bonsoir chers fidèles, bienvenue pour cette nouvelle causerie littéraire. Ce soir, j'accueille avec un très grand plaisir Hélène Cellier, qui est donc chercheuse et narrative designer. Elle est autrice d'une thèse intitulée, je cite, Littérature et jeux vidéo, représentation réciproque. Et elle est très engagée aujourd'hui, on va en parler, dans des processus de recherche et création visant notamment à approfondir le rôle des logiciels d'écriture interactive dans la forme des récits produits, notamment par les visual novels. On y reviendra. Bonsoir, Hélène Cellier. Bonsoir. Merci beaucoup. Oh bah non, avec plaisir. Alors, alors déjà, je voudrais te dire que tu es la première femme que j'invite en un an. Donc, je suis, ma foi, fort contente que pour une fois, on ne m'ait pas renvoyée en me disant non, non, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc là, voilà, c'est une grande première. Comme je le disais tout à l'heure. Oh, salut Sacha. Sacha est déjà là, il est au taquet. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Elma Mat. Bonsoir et bienvenue. Alors, on n'a pas eu le temps j'ai pas eu le temps de te le dire en off, mais en fait, tu sais un peu ce sur quoi j'ai travaillé en recherche, etc. Et moi, j'ai la passion de la source, la passion de l'origine, la passion du cheminement. Et souvent, avec mes invités, je pose la question des débuts, la question de l'origine. Et justement, c'est la raison pour laquelle ma première question, alors elle va peut-être te paraître un peu étrange, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule en quelque sorte. Quand on travaille sur la littérature et les jeux vidéo, qu'est-ce qui vient en premier en fait? Qu'est-ce qui vient en premier dans ta vie? Qu'est-ce qui t'accroche en premier? C'est la littérature ou c'est les jeux vidéo? Alors, pour moi, c'est la littérature, il n'y a pas trop d'hésitation. Parce que, comme beaucoup de jeunes filles nées dans les années 90, les jeux vidéo n'étaient pas quelque chose de courant à la maison. Les jeux vidéo que j'avais eus toute petite, j'en ai eu deux, j'ai eu Tintin et Astérix, qui montrent bien déjà qu'il fallait que ce soit une œuvre littéraire légitimée. Pour que le jeu vidéo soit accepté à la maison, avant que mes parents changent, hein, bien sûr. Mais voilà. Et puis pendant longtemps, j'ai fait des études littéraires jusqu'au master, et j'ai redécouvert le jeu vidéo très très tard, quand j'avais 20 ans, plus de 20 ans, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, cette littérature, alors ça commence, tu vois, il y a Mamat qui dit Tintin au Tibet. C'était quoi? Jeux vidéo, c'était quoi? Ouais, c'était Tintin au Tibet. Ok, on est que des boomers ici, donc c'est bon. on a tous les références. Et donc, c'est quoi qui te mène justement à ce lien entre littérature et jeux vidéo? Parce que tu dis, voilà, ça commence, voilà, j'ai des jeux qui sont en fait légitimés parce que c'est des jeux narratifs ou qui sont inspirés, on va dire, de la littérature, c'est ça. Et qu'est-ce que, tu vois, tu parles du master, etc. Sur quel type de sujet où, voilà, tu t'es penché pour te mener peu à peu vers ces liens entre littérature et jeux vidéo? En fait, j'ai énormément lu de littérature de l'imaginaire, en particulier de la fantasy. J'avais fait mon premier mémoire sur l'illustration et la fantasy, en travaillant notamment sur les illustrations de Tolkien et celles de Mervyn Peake. Et puis après, j'ai travaillé sur le fantastique au théâtre. Donc en fait, j'ai essayé déjà de trouver d'autres médias en lien avec la littérature. Et j'aime beaucoup la littérature comparée, en essayant de comparer différents objets à la littérature ou de la littérature entre elles. Et c'est les rencontres de ma vie qui ont fait que j'avais des proches qui jouaient beaucoup. Et donc, moi, j'étais assise à côté de ces proches, notamment la personne qui est devenue ma femme. Et en la voyant jouer, en fait, j'ai vu que, en fait, ça racontait des mêmes histoires, ou des histoires un peu comme celles que j'avais lues toute mon enfance. Et voilà, j'ai eu envie de travailler dessus. Ok, super. Il y a Gavard qui nous dit bonjour. Eh ben bonjour Gavard, qui est El Mamad, qui dit Super NES, horriblement difficile. Alors tu vois, non seulement il sait de quoi tu parles, mais en plus il en a bavé autant que toi peut-être si tu as joué. Très bien. Alors moi, comme tu le sais, hein, je te l'ai dit, moi j'ai fait beaucoup de recherches en littérature exclusivement.
Et en fait, si je vois à peu près comment on pense la littérature quand on fait de la recherche, j'ai du mal à voir comment le jeu vidéo devient un objet d'étude. Alors j'ai une petite idée évidemment, mais est-ce que tu peux nous en parler parce qu'on travaille pas, alors je prends des guillemets, on travaille pas la littérature en recherche comme on travaille. Merci Oxydo Réduction pour le follow. Et oui, alors je disais comment on pense le jeu vidéo quand on y joue. Enfin, tu vois, enfin, comment on pense le jeu vidéo. Est-ce qu'il faut y jouer? Voilà. Est-ce qu'il faut justement regarder des gens jouer, comme tu nous disais tout à l'heure? Est-ce qu'il faut regarder des streams, en fait, des gens jouer toute la journée à certains jeux? Est-ce que tu regardes est-ce que tu as regardé certains jeux en particulier ou tous les jeux? Et ou est-ce qu'on échange avec des joueurs? Enfin, comment ça se passe? Tu vois, pour la littérature, j'arrive à saisir, mais en revanche, pour le jeu vidéo, pas forcément. C'est super intéressant comme question parce que quand j'ai commencé ma thèse ou mes recherches pour faire mon sujet de thèse en 2013, il y avait un article qui faisait date dans le monde de la recherche qui disait qu'il fallait absolument jouer aux jeux vidéo pour pouvoir en parler. Et c'est encore quelque chose c'est un discours qui est encore très présent dans le milieu de la recherche. Et je comprends tout à fait la posture, mais ça met de côté tout ce qu'on appelle le jeu secondaire, c'est-à-dire par exemple quand on n'a pas la possibilité de tenir la manette en main parce qu'on est trop occupé à faire d'autres choses, parce que la vie fait que, ou parce qu'on n'a pas la capacité physique d'avoir les réflexes sensorimoteurs qui font qu'on appuie au bon moment, au bon endroit. Du coup, de dire qu'on ne peut faire de la recherche qu'en jouant aux jeux vidéo, ça met de côté toutes ces expériences-là. Et donc, moi, j'ai joué à mon corpus de thèse, je joue à certains jeux. Je joue la plupart du temps aux jeux sur lesquels je travaille en recherche, mais je ne m'empêche pas de parler de jeux auxquels je n'ai pas joué si j'en ai fait des recherches, donc en regardant des let's play, en échangeant avec des gens qui ont joué, comme tu le citais. Et je pense que du moment qu'on cite ses sources, qu'on cite sa méthodologie, il n'y a absolument aucun souci. Aucun souci, ouais. Alors, quel type de jeu? Parce que là, tu as quand même fait un peu de teasing, hein, tu vois, genre je joue à des jeux, etc., etc. Oxydo Réduction qui dit, j'adore le concept, bonsoir, mais bon, on est très content de t'avoir. En tout cas, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions à Hélène, évidemment, elle est là pour ça. Elle a signé pour ça. Donc, voilà. Donc, moi, ma question, c'est vraiment, voilà, sur le tu vois, quel type de jeu? Est-ce que tu t'es penché, alors si on sort un peu de Tintin au Tibet, est-ce que, même si tu découvres le jeu tard, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? C'est du jeu indé pour dépressif, très justement narratif, très fouillé, etc. Est-ce qu'au contraire c'est du FPS exutoire? Est-ce que c'est voilà, c'est quoi? Ou c'est tout? Voilà, dis-moi s'il y a des orientations spécifiques. Pour moi, les premiers jeux dans lesquels je tombe, c'est les RPG. Et ça se tient parce que je faisais du jeu de rôle sur table beaucoup et du jeu de rôle papier. Et puis, c'est des jeux avec des histoires longues. Donc, on retrouve un peu cette idée à la Tolkien d'histoire longue qui se développe. Et puis, après, ça passe à des jeux indépendants. Et puis, maintenant, j'aime beaucoup les expériences courtes. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans la vie que des fois, repasser 70 heures sur un RPG, j'ai un petit peu de mal. Ok. Mais Quoi? T'as pas joué à Baldur's Gate 3? T'as pas passé 350 heures sur Baldur's Gate 3? Je suis choquée. Oxydo Réduction dit Pierre Bayard nous a appris à parler des livres que l'on n'a pas lus. C'est vrai. Excellent bouquin des livres qu'on n'a pas lus. Oui, c'est mon quotidien avec mes étudiants. Ça, c'est un autre problème. Comme je le disais tout à l'heure, ta thèse, elle s'intitule Littérature et jeux vidéo, représentation réciproque. Quelle était finalement la thèse de ta thèse? J'ai eu beaucoup de mal à trouver la thèse de ma thèse, pour la petite anecdote, parce que en fait, ça partait vraiment d'une idée d'exploration de plusieurs aspects des représentations. Donc, qu'est-ce que c'est que l'adaptation? Qu'est-ce que c'est que l'objet jeu dans un roman? Qu'est-ce que c'est que l'objet livre dans un RPG, par exemple? Et donc, pour trouver le fil conducteur, en fait, je suis repartie d'une idée qu'on a assez souvent, qui est développée par un chercheur qui s'appelle Henry Jenkins, mais qu'on a aussi. C'est cette idée, ce fantasme que
les relations entre les médias sont assez simples et qu'il y a beaucoup d'échanges et que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles Mmh. et que tout le monde se nourrit les uns des autres pour donner des univers fantastiques. Et en fait, en oubliant les concurrences qu'il peut y avoir dans la légitimité, dans les façons de fonctionner, dans tout ça. Et donc du coup, la thèse de ma thèse, c'est Mmh. vraiment d'essayer de déconstruire ce fantasme-là et de redire qu'il y a des concurrences, en fait, qu'on le veuille ou non, entre la littérature et le jeu vidéo. Donc il y a bah, C ouais, pardon. Il y a pas tant de perméabilité que ça alors? En 2013, parce que enfin 2016, parce que mon corpus s'arrête en 2016, c'est encore très compliqué. Maintenant, ça évolue. Mais ce sont 2 cultures ou 2 industries culturelles qui restent différentes avec des codes différents, en fait. Mmh. Donc parfois, il y a des interpénétrations entre les 2 cultures, n'empêche que c'est pas aussi simple que ça. Que ça en a l'air, ouais, dans un discours, on va dire peut-être un peu vulgarisé, qui va dire que c'est facile peut-être de passer de l'un à l'autre, mais ça on y reviendra tout à l'heure peut-être. Si demain quelqu'un te dit, et ce sera pas Sacha, car il a ses... Oh, salut Forio! Oh, c'est incroyable que tu sois là, cool, 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 bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue. Si demain quelqu'un te dit que je veux faire une thèse dans le domaine des game studies, donc ça peut pas être Sacha parce que lui il va finir sa thèse. Quelle connasse je fais, je suis désolée, il fallait que je le fasse. On me l'a fait tellement de fois que je suis obligée. Pardon Sacha, pardon Sacha. Voilà, donc quelqu'un qui commence une thèse et qui dit je veux faire une thèse dans le domaine des game studies, qu'est-ce que tu lui réponds? Et si tu lui dis vas-y, etc., il est mort de rire, mais voilà. Est-ce que tu peux, enfin, quel sujet tu pourrais lui proposer? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre ou des jachères, voilà, des jachères intellectuelles? J'essaie de me rattraper intellectuellement comme je peux, mais voilà, est-ce qu'il y a encore des jachères, des trucs inexplorés dans les game studies où c'est en train de prendre une telle ampleur que finalement tout sujet est couvert? Je pense que quand on vient de la littérature, on sait que tous les sujets ne sont pas Mm. couverts de toute façon et qu'il y a toujours des choses à découvrir. Je pense que c'est peut-être le plus frustrant de commencer une thèse en 2023 en Game Studies sans avoir eu un parcours de formation dans le jeu vidéo. Je veux dire, parce qu'il y a des masters, par exemple le master de Metz, qui donne des bases de la recherche et voilà. Mais si on vient de littérature aujourd'hui et qu'on veut commencer une thèse dans le jeu vidéo, le plus frustrant va peut-être être de se rendre compte que tout ce qu'on découvre, nous, des gens ont déjà beaucoup travaillé dessus. Mm. Je pense par exemple à la question de quelles pourraient être ou pas les différences entre les manières de raconter du jeu vidéo et les manières de raconter de la littérature. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé dessus et ça reste une très belle question. Mais c'est peut-être qu'en fait, je conseillerais pas un sujet, mais je donnerais à lire des choses sur ce qui existe déjà. Mhm. Ok, merci Gavark pour le sub et salut une fois encore Forio. Qu'est-ce qui, si on parle de narrativité maintenant, tu as évoqué un certain nombre de jeux, etc. Quel est le jeu vidéo qui a déterminé, j'ai envie de dire, ta façon de penser la narrativité vidéoludique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jeu indépassable? Est-ce qu'il y a, ou alors, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait lequel et pourquoi, en fait? Est-ce que ça existe, un jeu comme ça? Je pense Non. que chaque personne a son jeu comme ça Mm. parce que on le découvre à un moment de notre vie ou de nos expériences vidéoludiques qui fait qu'il est très particulier. Mm. Mais en fait, on pourrait retourner en arrière et trouver des ancêtres et d'autres personnes ont d'autres expériences. Donc je vais pas me risquer à ceci est le meilleur jeu narratif qui existe pour Mm. l'instant. Mm. Mais par contre, Mais un qui peut-être aurait été une sorte de, tu vois, de tremplin, de levier réflexif ou quelque chose qui, tu vois, aurait mené ta pensée ailleurs. Enfin, je sais pas, une sorte de, tu vois, de
petits cailloux comme ça. Enfin, je sais pas, tu vois, justement dans le cheminement vers voilà, ta réflexion sur la narrativité dans les jeux vidéo. Est-ce qu'il y en a un? Mais si tu me dis qu'il y en a pas, il y en a pas. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Je vais citer The Witcher 1, mais pas parce que je trouve que c'est forcément un extrêmement bon jeu. C'est un jeu sur lequel je suis arrivée sans vraiment connaître les règles de la narrativité vidéoludique et dans lequel je ne comprenais absolument rien. C'est-à-dire que j'avais un master en littérature, donc quand même les histoires, normalement ça me connaissait. Et puis je suis arrivée devant ce jeu devant lequel je ne pouvais pas jouer sans le manuel papier. Sur lequel l'intrigue était tellement complexe parce qu'il fallait trouver des témoins, il y avait beaucoup d'histoires policières et d'enquêtes derrière, trouver des témoins, etc. Et essayer de se repérer avec des visuels qui étaient pour moi pas du tout familiers parce que j'étais très familière du texte. Et du coup, c'est là où j'ai réalisé que en fait, déjà, c'est une culture à part entière qui a des codes et que si on ne maîtrise pas ces codes, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, même si on maîtrise d'autres codes narratifs. Et à partir de ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que certes, il y a l'histoire des embranchements et de l'interactivité dans le jeu vidéo, mais c'est vraiment une compétence à acquérir en tant que lectrice ou joueuse et en tant qu'écrivaine, narrative designer. Est-ce qu'il n'y a pas Kalinarm? Bonsoir. Alors Kalinarm, il vient, il est il finalise. Tu peux nous en parler un peu, Kalinarm? Peut-être que tu auras des choses à dire à Hélène ou qu'Hélène aura des questions à te poser sur ton jeu justement et sur l'histoire. Est-ce que toi, t'as un récit en fait dans le jeu que tu as construit, Kalinarm? Dis-nous tout. Est-ce que ça a été ta base ou c'était plutôt les mécanismes de jeu plutôt que l'histoire en tant que telle? Enfin, je sais pas, tu vois, est-ce que... Moi, j'ai une question sur les jeux indés. Alors, je disais ça en rigolant tout à l'heure parce que moi, j'en fais beaucoup, même si j'en fais moins que d'autres. Mais tu vois, quand on parle de narration, d'histoire ou de trucs un peu fouillés, un peu enrichis, etc., moi, je pense systématiquement à ce qu'on appelle le jeu indépendant. En fait, est-ce que le bon narratif, alors là, je veux dire le bon chasseur et le mauvais chasseur, donc c'est être le bon narratif et le mauvais narratif, mais est-ce que le bon narratif, il n'est pas, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai, mais c'est peut-être une erreur, il n'est pas exclusivement attaché justement à ce qu'on appelle le jeu indé, ou pas du tout, tu vois? En fait, l'avantage qu'a le jeu indé, l'avantage et l'inconvénient, c'est que généralement, il y a moins de budget que dans les grosses productions et donc la plupart du temps, on réfléchit, c'est aussi vrai dans les grosses productions, mais à plus basse échelle, on réfléchit beaucoup à quels sont nos moyens et comment est-ce qu'on fait coller ce qu'on veut raconter à nos moyens. Par exemple, j'ai une mécanique, ma mécanique principale dans mon jeu, c'est sauter. Et donc, du coup, il faut que tout mon univers, que toute ma narration, que mon expérience de jeu tourne autour de cette mécanique de saut. Et c'est pour ça qu'on a tendance, il me semble, à dire que la narrativité se trouve est particulièrement bonne dans les jeux indés. C'est parce qu'il y a cette espèce de concentration, de cohérence entre l'interactivité et la narrativité qui fait que la sauce prend en fait, tout simplement. Donc Kalinarm me dit d'abord, moi je me suis basée sur les mécanismes pour mon jeu car c'est un puzzle game, mais j'ai essayé de créer une histoire par la suite qui fait sens par rapport au puzzle et j'ai repensé au puzzle pour qu'il renforce l'histoire. Voilà, et il nous dit qu'il est tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de raconter. Il dit en effet, moi j'ai tout créé autour en fait du concept de connexion parce que c'est le, je me souviens, bêta tester le jeu. Hein, je suis un peu énervée, mais c'était passionnant. Mais bon voilà, donc tu es en train de le finir, hein, Kalinarm, hein, c'est ça, tu es en train de le... Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur Twitter, tu es en train de
Donc son jeu s'appelle Inkito, hein. Voilà, je le dis si jamais tu vas aller jeter un coup d'œil. Sur la question justement de cette narrativité, même si tu nous as bien expliqué les choses, est-ce qu'il y a quand même des tendances narratives, hein, dans les jeux vidéo? Je veux dire, est-ce qu'il y a des modes narratifs au même titre que, je sais pas, il y avait dans la littérature, on connaît ça bien, si tu veux, qui sont les mouvements littéraires tels qu'on les apprend à l'école. Tu vois, est-ce qu'il y a des mouvements narratifs, je veux dire, dans les jeux vidéo, comme il peut y avoir des mouvements littéraires dans la littérature? Je pense, oui. Euh, je pense que celui qui est très facilement identifiable, c'est dans les années 2010, le genre jeu narratif apparaît, notamment avec The Walking Dead de Telltale, je crois que c'est en 2012. Le Life is Strange était un peu plus tard, c'est en 2015. Il y a aussi les jeux de Quantic Dream qui ont une visibilité en 2010. Et donc je pense que ces jeux narratifs-là, ce genre-là est basé sur l'idée d'embranchement, qui n'est pas la seule façon de faire de la narration ou dans le jeu vidéo. Mais du coup, c'est un premier mouvement. Après, il y a les jeux, par exemple, pour reprendre l'exemple du puzzle game que je connais pas, mais voilà, il y a tous ces jeux qui ont une narration qu'on pourrait dire petite, faible, ou qui n'ont pas d'histoire avec énormément de dialogue, avec une intrigue très développée, mais qui ont une finesse narrative. Et ça pourrait paraître pareil être un deuxième genre. Et puis un troisième, pour citer un troisième exemple, c'est tous les jeux qui utilisent la narration qu'on appelle modulaire ou procédurale. Par exemple Reigns, qui est ce petit jeu sur mobile où on incarne un souverain et on nous présente des situations et on dit si oui ou non, comment on veut gérer la situation. Donc du coup, il y a quand même des façons de faire différentes qui sont à relier avec le contexte socio-culturel, comme toutes les productions. Ouais, bien sûr. Ouais. Kalinor me dit, est-ce qu'il y a des jeux où la narration est tellement forte et bien faite qu'elle passe seulement par l'environnement, le contexte, les mécanismes et pas par des dialogues? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on peut narrer sans parler? C'est ça que tu es en train de nous dire. Est-ce que le lore peut suffire? C'est ça? Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Il existe un exercice quand on veut se former à être narrative designer qui consiste à raconter une histoire en 3 actes. Donc on reprend la structure classique, mais on n'a le droit ni à une cinématique, ni à un dialogue, simplement à quelques assets visuels en 2D, et puis juste au changement de mécanisme. Donc du coup, il faut essayer de se dire, bon, alors au départ, mon avatar peut seulement ramasser des choses. Ensuite, il peut ramasser des choses et puis les assembler. Et puis finalement, dans l'acte 3, il les assemble. Mais quand il en assemble trop, c'est détruit. Parce que je sais pas. Voilà. Et quelle histoire est-ce que je veux raconter juste avec des mécaniques simples comme ça? Il y a quelques jeux qui le font. Le problème, c'est que ça s'appuie énormément sur les connaissances préalables des joueurs et joueuses. Par exemple, qu'est-ce que les personnes qui vont jouer connaissent sur la science-fiction, donc sur quel présupposé je peux travailler pour quelle culture ces personnes ont de la science-fiction sur laquelle je peux m'appuyer, etc. Donc c'est très difficile à mettre en place, et c'est pourquoi la plupart des jeux mettent quand même un petit peu de contexte entre deux. Un jeu qui fait quand même bien ça, c'est Limbo. Ouais. Oh, Limbo. Ouais, non, m'en parle pas. J'ai tellement souffert sur ce jeu, c'est l'enfer. Il y a Oxydo Réduction qui dit unpacking. Enfin, tu vois, du coup, dans le chat, il y a des propositions sur justement le fait que la narration, comme disait Kalinarm, est tellement forte et bien faite qu'elle passe seulement par l'environnement, le contexte, etc. Il y a Oxydo Réduction qui dit unpacking. Il y a El Mamad qui dit Elden Ring. Tu cautionnes ça ou pas? Il n'y a pas de narration dans Elden Ring. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de dialogue. En tout cas, c'est sûr. Comment ça? J'ai pas joué Elden Ring. J'ai pas osé. Comment? Tu vois.
Moi non plus, le alors, il y a une alors, ce qui est super intéressant sur tous les Souls, c'est que toutes les mécaniques sont justifiées narrativement et les 2 viennent s'entremêler. Par exemple, le fait qu'on meurt et qu'il y a un point de sauvegarde, à côté d'un feu est expliqué narrativement et en fait, tous les éléments qui sont dispersés dans le monde, doivent être reconstruits par le joueur et la joueuse. Hem mais je pense que l'exemple de Unpacking, pour exemplifier vraiment les mécaniques plutôt que l'or, Mm. est plus parlant. Plus pertinent, ouais, ouais. Ducourts vient d'arriver. Bonsoir, Ducourts. Bonsoir à toutes et à tous, nous dit-il. Gavark, je ne me souviens plus si dans Gris, il y a des dialogues. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein, dans Gris. Non, ça c'est... Ouais, c'est sûr, sûr que non. El Mamat, il dit dans Elden Ring, très très peu de PNJ, mais l'environnement raconte beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est ce que vient de nous dire Hélène. Kalinarm, vous avez joué à Rimworld, où le narrateur est un perso à part entière qui influe sur votre histoire aussi. Je pense que c'est une question qu'il te pose à toi, Hélène. Est-ce que tu as joué à Rimworld? J'ai pas joué à Rimworld, mais je connais, et je trouve que tous ces exemples-là où, le narrateur est un personnage à part entière est très intéressant parce que c'est directement hérité de formats ou d'une culture très littéraire, en fait. Hem, les mises en abîme, pour le faire simplement, les métalepses, mais on brise le quatrième mur dans la littérature, notamment dans la littérature du 20e, on sait faire. Et là, je te laisse compléter Non. l'ensemble de 2 heures. Non, c'est toi, ouais, ouais. Il y a, il y a Forio qui dit non, il n'y a pas de dialogue dans Gris. Ouais, c'est ça, mais ça, j'en étais sûre. Mamat qui dit The Stanley Parable aussi, ouais, où ça fonctionne plutôt pas mal. Bah, on a un chat. T'es une grosse joueuse globalement ou pas du tout? Pas trop. Pas spécialement. Non. Il y a une blague dans l'industrie qui dit que quand on commence à travailler sur le jeu vidéo, on ne joue plus trop, Ouais. parce qu'on fait ça toute la journée et on est dedans et donc du coup, on a du mal à faire ça encore le soir. Alors c'est pas le cas de tous mes collègues, mais moi j'avoue qu'il faut vraiment qu'un jeu m'accroche pour que j'y joue. Ouais, ok. J'ai une question qui est une question qui en fait est relative à un invité que j'ai eu il y a quelques semaines et qui tente d'adapter le Horla de Maupassant en jeu vidéo. Donc petit jeu, très court, pixel art, etc. Et de fait, ça m'inspire aussi cette question. Est-ce que, à ton avis, la littérature, alors on reste toujours dans cette idée de perméabilité, etc. Donc même si tu as un peu répondu à la question tout à l'heure, est-ce qu'à ton avis, la littérature est, alors j'ai mis adaptable ou transposable en jeu vidéo? Est-ce que ça a déjà, est-ce que ça a du sens et est-ce que c'est transposable? Tu vois, est-ce que c'est faisable en fait? Est-ce que ça te paraît possible? Oui, ça me paraît complètement possible à condition qu'on ne cherche pas à avoir une expérience similaire. Mais comme dans le cas de toutes les adaptations, en fait. Quand on cherche la même chose dans le livre et dans le film, ou dans le livre et dans le jeu vidéo, forcément on est déçu. Quand on pense à une adaptation plutôt comme une prise de point de vue sur une œuvre existante ou un enrichissement ou une interprétation, dans ce cas-là, c'est une démarche qui me paraît vraiment très intéressante parce que j'ai oublié qui, mais il disait que écrire, c'est toujours réécrire et qu'on est dans une perpétuelle reconstruction des mêmes histoires. Et je pense que en fait, ça va dans ce mouvement-là et ça ouvre des histoires qui viennent de la culture littéraire à d'autres cultures et du coup, je trouve ça très chouette. Kalinarm dit trop bien, j'adore le Horla, tu pourrais faire suivre les liens. Alors pour l'instant, c'est un jeu qui est en cours de construction, Kalinarm, mais je pourrais te mettre en lien évidemment avec. Donc là, pour le coup, pour te répondre, Hélène, c'était dans une logique pédagogique.
C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on peut faire entrer un collégien dans du vidéoludique pour lui donner envie d'aller... Attends, j'ai pas compris, pour lui donner envie d'aller ensuite dans l'œuvre, si tu veux. C'est-à-dire, plutôt que de partir de l'œuvre, on va dire un peu peut-être chiante, résistante, compliquée, etc. pour un quatrième, parce que c'est le programme de quatrième, et ensuite lui dire allez les gars, du coup vous avez bien lu, on se fait plaisir et on voit une adaptation ou quelque chose qui pourrait vous rappeler et qui est de l'ordre du jeu vidéo, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par le vidéoludique pour mener tranquillement vers le littéraire. C'était ça un peu la logique. Forio dit il y a eu une adaptation TV récemment sur Arte ancrée dans notre époque, intéressant sans plus. Forio, tu parles du Horla? Ah bah je savais pas. Kalinar, faut faire un jeu où le joueur devient complètement fou au fil du temps. Et voilà, oui, pour le Horla, si tu veux. Mais bon, ça, il y a beaucoup de jeux quand même qui se basent. Moi, c'est aussi ma grande passion, mais vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est la folie, en fait. C'est la thématique de la folie, le motif de la folie dans les jeux vidéo. Tu as écrit un article en 2023 sur la transmédialité de The Witcher. Tu vois, tu en parlais tout à l'heure, on va y en venir. Donc ce qu'on entend par transmédialité, c'est ce passage en fait, d'un média à un autre. Si je vais vulgariser à mort, c'est peut-être même de la caricature là. C'est-à-dire là en l'occurrence pour The Witcher, du livre, ensuite aux jeux vidéo et ensuite à la série sur Netflix. Donc tu as fait un article là-dessus. Et est-ce que, à ton sens, cette transmédialité, c'est-à-dire ce passage d'un média à l'autre, mais toujours en gardant le noyau opéra, le noyau de l'œuvre, ça apporte quelque chose justement à l'œuvre, ou est-ce qu'au contraire on est dans une économie, j'ai envie de dire, du recyclage ou du ressassement? Ce que je trouve intéressant, c'est que je pense qu'il y a toujours un apport, mais que même la notion d'apport doit être questionnée à l'aune de nos cultures contemporaines. Parce que on a notamment beaucoup des productions qui viennent des cultures japonaises, fonctionnent sur un principe de base de données. Il y a toute une théorie de Azuma là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a des éléments qui se ressemblent avec des petites variations, et c'est les combinaisons qui font de nouvelles expériences. Et ça correspond à un mode de consommation des fictions médiatiques dans leur ensemble qu'on a de plus en plus. Et du coup, l'idée que forcément il faut que ça apporte quelque chose, c'est peut-être pas... Enfin, moi je le... Oui, la formulation est pas bonne. Oui, où je me dis qu'il y a peut-être juste un intérêt à redire la même chose comme on fait en classe, à redire la même chose d'une autre manière. Et que peut-être que juste ça, en fait, ça correspond à la façon dont on consomme les fictions aujourd'hui. Par exemple, les fictions sérielles télévisées ou les épisodes formulaïques où c'est toujours la même chose, à un petit détail près. Peut-être que juste... Voilà. Donc c'est ni du recyclage ni de l'apport en fait. C'est ça que tu es en train de nous dire. Il y a une autre logique qui préexiste là-dedans. Oxydo Réduction dit je l'ai fait avec une classe de seconde, trop bien. Création de scènes de théâtre et de romans dans RPG Maker. Trop bien. Trop bien. Eh ben écoute, je vais t'inviter, Oxydo Réduction. Je vais t'inviter pour qu'on en discute. Forio dit aimes-tu, je me permets, l'adaptation sur... Ou as-tu aimé? Ok, Forio, il n'y arrive pas ce soir. C'est fait 3 messages pour une phrase, Forio, c'est pas possible. As-tu aimé l'adaptation Netflix? Tu veux dire, Forio, de The Witcher? C'est ça? Donc là, c'est aimer sous quel angle? Juste sous l'angle émotionnel, affectif, etc. Ou parce que justement, il apporte, alors du coup, j'ose plus utiliser ce terme, mais quelque chose à The Witcher. C'est ça, Forio, dis-nous tout. Hélène. Pour le coup, l'adaptation télévisée est vraiment un point de vue sur l'œuvre.
parce que la productrice décide de remettre au centre du récit les femmes, qui sont, secondaires dans le roman, qui sont secondaires dans le jeu vidéo et là, elle leur donne une place en tant que personnage principal, ce que je trouve très, très chouette et là, on est vraiment dans une logique d'apport, d'enrichissement de l'univers, heu quitte à ce qu'il y ait des contradictions, mais hem Heu, puisque c'est un univers fictif, je suis pas sûre que ce soit très grave qu'il y ait des contradictions, que ce soit fondamentalement un problème. Est-ce qu'on peut parler de réinterprétation du coup? Si le personnage secondaire devient, tu vois, si on est dans une logique perspectiviste, est-ce qu'on peut, voilà, envisager le fait que, c'est une sorte de relecture? Enfin, je sais pas comment dire ça. Heu, voilà, du coup, se dit: «Les jeux vidéo Witcher sont une suite quasi directe des bouquins et la série est plus, du coup, une adaptation». Mmh, complètement. Voilà. OK. J'ai oublié ma question du coup, mais c'est pas grave, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je parlais de réinterprétation ou d'interprétation en fait. C'est-à-dire que le média numéro 1 est le fruit d'une interprétation qui va donner média numéro 2, si j'ose dire, avec les mêmes, le même fil directeur sans que les mêmes éléments soient à la même place. En fait, c'est ça, tu parlais de reconstruction, de réagencement, enfin je sais pas comment on pourrait, dire ça et là on parle de The Witcher. Est-ce qu'il y a d'autres exemples possibles? T'en vois, t'en connais? Ou Heu dans le chat peut-être? Parce que là, ça me vient comme ça comme question. Est-ce qu'il y aurait d'autres, bon, oui, peut-être il y a Harry Potter en Métro fait, de enfin c'est con, mais c'est con parce que finalement il y a eu à la fois le bouquin plus le film plus Hogwarts Legacy qui a posé beaucoup de soucis, là pour le coup qui sont pas interprétatifs mais qui sont d'un autre ordre, enfin tu vois? Est-ce que tu vois d'autres, il y a Métro 2033, mmh, qui est à la fois un jeu vidéo et un roman. Je pense aussi à, tout l'univers de Tolkien qui mmh, est très adaptable mmh. parce que c'est un monde avant tout. Ouais, c'est ça, hein, c'est exactement ce que nous dit Mamat, hein. Il dit Le Seigneur des Anneaux, roman, plus film, plus jeu, plus série, plus. Du coup, tu dis Tolkien a été adapté en jeu vidéo. Oh là là, Unfried, bah, je pensais à toi aujourd'hui. Bonsoir, Ekat, contente de pouvoir enfin passer. Eh ben écoute, merci de passer en tout cas, Unfried. Reste avec nous. Du coup, se dit Lovecraft aussi assez souvent. Alors après, j'ai l'impression que Lovecraft, c'est plus l'atmosphère, enfin, je sais pas comment dire ça, qui est conservée que les histoires, enfin, en tant que telles, là, pour le coup, on est plus dans une ambiance à la Lovecraft que sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'adaptation. Sacha nous dit alors je dis Sacha parce que Soul of a Brave Warrior, c'est vraiment un pseudo beaucoup trop long pour moi. Les Souls se sont inspirés du manga Berserk. Ok, je savais pas. Mamat, vous êtes super agité le chat ce soir. J'ai dit à Hélène tout à l'heure, tu vas voir, tout le monde est très sage, personne parle et personne pose de questions. Et là, paf, tout le monde arrive en même temps. Mamat dit en Lego aussi. Les sets de construction, plus les jeux vidéo, etc. Et Forio dit, oui, en effet, Lovecraft pour placer des tentacules. En effet, en tout cas, c'est vrai. C'est l'ambiance tentacule ou le monde des tentacules. Salut Nico, bienvenue, bienvenue. Anfried dit, j'adore les jeux vidéo, mais on est tous là parce qu'on adore les jeux vidéo d'une manière ou d'une autre, mais aussi la littérature, forcément. On dérive un petit peu sur le fait que tu es une adepte, Hélène, de la recherche et création. On a beaucoup parlé en fait là de ton travail doctoral, de réflexion que tu as mené dans le cadre de ta thèse. Aujourd'hui, je pense, tu me l'as soufflé dans l'oreillette, que tu es aussi passé à autre chose, et notamment à la recherche et création. Est-ce que tu peux d'abord nous dire en quoi ça consiste, la recherche et création, et puis ensuite, en pratique, comment ça se manifeste dans le domaine du jeu vidéo? Comment toi tu fais en fait? La recherche-création, en fait, l'idée est très simple, si on la résume, c'est, pour comprendre quelque chose, c'est bien d'analyser, mais c'est bien de faire aussi, parce qu'en faisant, on comprend. Je pense que j'ai compris comment est-ce que fonctionnait une histoire quand j'ai commencé à en écrire. Mm. Donc en fait, ça vient de là et c'est vraiment toute une discipline, tout un champ de recherche, qui, s'intéresse à beaucoup de médias différents. Hem
En fait, très concrètement, quand on fait de la recherche, il y a plein de façons de faire de la recherche-création, mais en fait, on se pose une question, on va aller voir ce qui se dit dans la théorie, on va aller voir comment est-ce que des œuvres existantes font, et puis on va se dire comment est-ce que j'essaie de répondre à cette question en faisant quelque chose, et comment faire quelque chose me permet de remanier la question, de la prendre sous un nouvel angle, de me rendre compte que vraiment, en fait, j'avais pas les bons outils pour conceptualiser. Et ensuite, plutôt que, de produire simplement une œuvre artistique, on produit aussi un discours à côté de cette œuvre, artistique, et on essaie d'extraire du processus de création des réflexions qui sont plus généralistes, qu'on propose aux communautés scientifiques et artistiques, et puis après on recommence, voilà. Mm. Sachant que si ma mémoire est bonne, en tout cas c'était comme ça il y a quelques années, j'avais fait un thread sur Twitter justement sur l'aspect recherche et création, parce que pendant un moment justement sur Twitch, moi j'expérimentais, si tu veux, l'écriture en live, etc. Et en fait la recherche-création c'est quand même quelque chose, alors j'ai l'impression que ça arrive petit à petit dans la recherche, hein, dans le terme plus global en France, mais en tout cas moi les premiers... euh, comment dire, les premières expériences de recherche-création ou les premiers échanges que j'ai eus sur la recherche-création, c'était au Canada. Voilà, c'est pas du tout aujourd'hui quelque chose qui est... Enfin, aujourd'hui, c'était pas à l'époque, il y a quelques années, quelque chose qui était... comment dire, plébiscité, voilà, je cherchais le terme, par la recherche universitaire, hein, notamment. Hein. C'était pas du tout reconnu, en fait, hein, parce que ça passait un peu pour un truc un peu bobo, expérimental, etc. Où tu vois, à la fois, alors la théorie ne suffirait pas, donc il faut pratiquer, et de la pratique, tu rethéorises, mais avec des concepts que tu as créés par ton expérience ou ta pratique, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, ce va-et-vient pour des théoriciens, j'ai envie de dire, de la littérature, en l'occurrence, parce que moi c'était mon domaine, était quelque chose qui n'était pas du tout plébiscité, voire même assez méprisé. Il y a quelques années, j'ai l'impression, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que ça revient quand même pas mal. Il y a du Courte qui dit: je suis un grand fan de Robin Hobb. L'Assassin Royal, ouais, je les ai lus, ouais. Et elle refuse catégoriquement des adaptations à mon grand dame. Bah écoute, on va lui faire un courrier. On va l'inviter aussi. Voilà. Et Anne-Fried dit: je trouve ça beau que d'un livre, on puisse créer un univers où nous devenons ce héros qui, de base, est couché sur un papier. Oui, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça permet d'incarner et ça permet de réinterpréter, ou en fait, cet univers, ce qui prouve aussi que rien n'est figé. Parce que on parlait de transmédialité tout à l'heure, ou de passage d'un média à l'autre, mais ça veut dire qu'en fait l'œuvre elle est en constante, elle peut être en constante redéfinition et en constant déplacement, en fait, hein. Ça en fait quelque chose finalement d'extrêmement vivant, mouvant, miroitant, et ça en effet c'est plutôt chouette. Donc toi, recherche création, ta pratique c'est quoi? Euh, En fait, ça se lie très bien à ce que tu disais. En fait, c'est l'idée ça vient, c'est quelque chose qui désacralise l'objet de Mm. base. Et en fait, il me semble que, en tout cas, quand j'ai fini mes études littéraires, qui a un point de vue très particulier, mais en littérature, on avait cette sacralisation de l'œuvre. Plus que de l'auteur maintenant, Mm. mais de l'œuvre, et tout ce qui est formation à l'écriture créative est assez peu développé en France. Ça se développe, mais très développé dans les milieux anglo-saxons avec le creative writing. Et du coup, ça se tient que la recherche-création soit quelque chose de courant au Canada et se développe en France, mais à mon avis n'est pas encore une pratique de Mm. recherche très courante. Mm, mm. Ouais, tout à fait. Euh, Et alors toi, dans le domaine du jeu vidéo, comment ça se passe? Ça se passe de manière différente quand je le fais moi toute seule dans mon coin ou dans le studio. Mm. Heu, Quand je suis toute seule dans mon coin sur une œuvre, en fait, je me pose une question comme une problématique de recherche très classique. Par exemple, comment est-ce que, les gens peuvent percevoir les embranchements qui sont écrits dans les jeux? Quelles sont leurs perceptions du hasard, de la nécessité, de l'illusion du choix, et cetera.
Et puis je regarde comment est-ce que c'est fait dans des œuvres existantes et je me dis: il y a ça qui a pas été exploré. Je vais aller essayer de tester de le faire et de voir ce que ça donne». Et en créant, je découvre des choses non seulement sur l'œuvre, mais aussi sur le processus de création. Mm, mm. Parce que tu viens de le dire et tu me ménages une merveilleuse transition, tu es aussi narrative designer, hein, ça c'est quelque chose, ça, je t'ai présenté comme ça tout au début et c'est vrai. Tu dis c'est différent quand je suis dans mon coin ou quand je suis au studio. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'un ou une narrative designer? Ça consiste en quoi ton métier? Ça consiste à, heu, gérer la narrativité d'un jeu. Heu C'est-à-dire à prendre en compte l'ensemble des systèmes sémiotiques ou l'ensemble des moyens qui sont à disposition dans le jeu, donc les images, le son, mais aussi les mécaniques de jeu et cetera, pour raconter ou pour créer une expérience narrative au mieux. C'est-à-dire que je peux avoir un jeu, sans cinématique parce qu'on n'a pas les budgets pour faire une cinématique, par Mmh. exemple, et comment est-ce que je fais pour que l'expérience narrative ait quand même du sens? Ou dans les plus gros studios, quand on est narrative designer, on va par exemple, encadrer les personnes qui font, le voice acting, Mmh. où on va designer les systèmes d'interaction dans les dialogues et cetera. Voilà, le métier est assez vaste, mais l'idée, c'est vraiment de prendre en compte l'ensemble des moyens et pas, simplement les dialogues et les cinématiques. Petite provocation de Sacha dans le chat qui dit: «Et ensuite les speedrunners arrivent et font disparaître la narration». Bon, ça va, hein, tu déjà passé Sacha, hein, c'est bon. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans cette expérience limite qui fait que, voilà, le speedrunner, met à mal, l'expérience narrative. Et alors moi, j'ai une question, est-ce que dans les jeux partent de ton histoire ou est-ce que tu t'adaptes à ce qu'on te propose? C'est ça, en fait, je trouve que ça, c'est assez fascinant, c'est-à-dire que est-ce que c'est toi qui te greffes, sur, des choses qu'on je sais pas, je sais pas, hein, je fais pas ton métier, mais tu vois, sur un squelette, sur un truc, enfin voilà, en réunion, on dit bon, on a fait ça, 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 paf, Hélène, tu t'adaptes, t'as une semaine, tu vois? Ou est-ce qu'au contraire, toi, t'arrives en disant, hé les gars, j'ai un super truc, paf, du coup, maintenant, c'est vous qui vous adaptez. Comment ça se passe? Ça dépend vraiment des contextes. Pour moi, clairement, c'est la première option. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours, en fait, il y a toujours un produit parce que c'est une industrie culturelle. Donc on pense déjà en termes de comment est-ce que le produit se vend Mm. et à qui ça s'adresse et ensuite tout est construit à partir de là. Et selon si c'est un projet qui est plutôt narratif ou plutôt, gameplay, mécanique ludique, la place du narrative design change, selon le projet. Et c'est vraiment de toute façon, il y a vraiment des compromis à faire dans chaque discipline, le game design, la direction artistique, le narrative design, pour former un objet plus ou moins cohérent. Ok. Depuis 2017, donc, hein, si j'ai bien épluché ton CV, tu travailles dans l'industrie du jeu vidéo. Et je vais finalement te poser la même question qu'à mes amis podcasteurs de Au coin du checkpoint, hein, qui sont eux game designers. Est-ce que tu pourrais nous faire une sorte d'état des lieux de cette industrie? Parce que voilà, tu y es depuis, alors pas 10 ans, mais tu t'en rapproches. État des lieux de cette industrie, de sa santé, de ses travers, et nous dire si finalement ce milieu ne galvaude pas son attractivité. C'est une question dure. Oui, parce que t'es dedans. Ouais. Mm. En fait, c'est une question dure parce que, il y a vraiment des studios qui essaient de mettre en place, des, processus de travail, qui vont contre, une culture ancrée heu, du crunch de l'entre-soi, voilà. Donc il y a vraiment des studios comme ça, qui existent. Je pense par exemple à Kid Fox Games, heu et puis, il y a les réalités qui font que, cette année particulièrement, énormément de,
gens ont perdu leur emploi, notamment parce que les studios emploient des IA plutôt que des artistes. Mmh. Il y a toujours, énormément de discrimination pour les personnes marginalisées. Il y a beaucoup de gatekeeping par rapport au vocabulaire employé. Hem, donc ça dépend. Le portrait pourrait être très noir et en même temps, il y a des personnes qui essaient, de faire en sorte que ça change. À mon avis, le gros problème à l'heure actuelle, de l'industrie de manière générale, vient de la transmission de connaissances. C'est-à-dire que, et c'est rare de voir des personnes qui, sont là depuis longtemps dans l'industrie parce que c'est des manières de travailler qui sont, hem, très contraignantes. Par exemple, il est très courant de changer de poste tous les 2 ans, donc de devoir déménager, tous les 2 ans et cetera. Donc du coup, les personnes, au bout d'un moment, ont tendance à décrocher de l'industrie, trouver autre chose et cetera. Et en même temps, en parallèle, on a énormément d'écoles qui forment, des jeunes, à entrer dans l'industrie. Et il y a très peu de postes pour énormément Mmh. de personnes qui postulent et il y a pas cette transmission de connaissances d'une génération à l'autre et à mon avis, un des problèmes aujourd'hui, pour, que de manière générale l'industrie grandisse. Et évolue dans le bon sens. Ouais, ouais, je vois bien. Mmh. OK. Tu as, heu, aussi, dans ta thèse, donc on peut dire qu'elle appartient aux Game Studies ou pas? Comment ça se Oui. passe? Ouais, on peut la rattacher à la fois à la section 9, donc section, littérature et puis peut-être tout ce qui a trait aux Game Studies et en fait, ma question, c'est à partir de quand, tu commences à t'intéresser aux plateformes studies? C'est-à-dire à partir de quand tu te dis: «OK, là, j'ai étudié en fait des mécanismes et cetera qui sont internes finalement au jeu et est-ce que je peux pas aller encore plus en amont et m'intéresser aux logiciels d'écriture, interactive? À partir de quand ça tu commences à t'intéresser à ça? À partir de quand s'opère ce glissement, en fait? En fait, il vient assez tôt parce que vers 2015, j'ai découvert Twine avec toute la lignée des Personal Games et immédiatement pour une littéraire, il y a cette chose de: «OK, ça me permet de faire des embranchements et que ça arrive tout de suite» et donc du coup, je me retrouve à faire des arbres, d'arbres, d'arbres, d'arbres avec des embranchements qui n'en finissent plus Mmh. et je me dis: «Mais en fait, ça favorise ça». Et alors il me faut quelques années pour avoir le temps d'en trouver d'autres et je me rends compte que chaque logiciel, comme chaque outil de création, invite à une manière, de travailler et je me dis que c'est pas forcément évident de s'en rendre compte sans les comparer et puis, il y a aussi cette chose que puisqu'on est dans une industrie qui pousse à l'hyperspécialisation, généralement, on trouve un logiciel et on devient de meilleur au fur et à mesure du temps dans ce logiciel. Et donc, on a finalement assez peu la logique de comparer les outils et d'aller chercher l'outil qui convient pour tel projet ou tel projet. C'est un peu moins le cas quand on travaille dans l'industrie parce qu'il y a vraiment des raisonnements plus économiques et financiers qui sont, bon alors, Unreal fait bien ça donc du coup j'utilise Unreal, Mmh. mais dans les logiques personnelles, on va, à mon avis, très souvent vouloir approfondir des connaissances dans un logiciel plutôt que d'en expérimenter plein. Mmh mh. Il y a une Fried, j'ai passé une question là, une Fried qui, posait la question tout à l'heure: «Est-ce que dans le narrative design, il est compris les encres lumineuses qui servent à guider sans montrer réellement le chemin?» Et Mama dit: «Oui, la fameuse peinture jaune qui recouvre les éléments où tu peux t'accrocher et grimper». Alors est-ce que ça fait partie du narrative design, ces petits trucs-là? C'est plus du level design, OK. mais encore une fois, le narrative designer ou la narrative designer et puis, le ou la level designer vont travailler ensemble. Mmh. Heu, voilà et par exemple, on parlait de narration environnementale tout à l'heure, la personne en charge de la narration va travailler avec la personne en charge des levels pour voir où est-ce que dans le niveau, on peut mettre des petites vignettes de narration environnementale comme ça.
Hmm. Oxydoréduction dit même Final Fantasy VII Rebirth s'y est mis aux corniches jaunes. Bon, alors il y a un truc avec la peinture jaune, je sais pas, avec le jaune, il faudrait voir pourquoi le jaune. C'est peut-être une autre question. Tu vas travailler, alors dans tes deux expériences, euh, en tout cas celles que j'ai vues apparaître dans ce que tu m'as envoyé, je trouve qu'il y a deux expériences, enfin, je trouve qu'elles sont radicalement différentes. Il y a l'expérience à Bmove, je sais pas comment on dit, qui est donc développeur de jeux, alors Autumn Game, on dit ça comme ça. Automé. Otome Game, d'accord. Et puis en même temps, le studio dans lequel tu es actuellement, qui est The Seed Crew. Chez Bimov, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu développes exactement? C'est des histoires d'amour pour essentiellement un public féminin et plutôt jeune, mais c'est vraiment dans l'ensemble. C'est un peu l'équivalent vidéoludique de la littérature rose. Ok, Voilà. ok. Et ça t'a appris quoi? Cette expérience-là, elle t'a appris quoi? Euh, Elle m'a déjà appris à écrire dans des cadres et dans des contraintes très particulières de nombre de caractères, de personnages qui étaient déjà formés et donc de respecter ces personnages, de respecter aussi des volontés d'une direction artistique qui n'était pas la mienne et que voilà qu'il fallait suivre et se faire voir pour quelqu'un d'autre. Et puis tout en apportant ma touche sur les histoires que j'ai écrites. Voilà. Quand c'est aussi fléché, c'est possible de mettre de soi là-dedans ou pas? Oh oui. Ouais. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît particulièrement dans l'écriture dans l'industrie vidéoludique, c'est l'écriture à contraintes de l'Oulipo, sauf que les contraintes sont pas seulement formelles, elles viennent aussi de relations sociales, d'un contexte socio-économique, etc. Et c'est un très beau défi, je trouve. C'est chouette, ouais, c'est chouette. Alors maintenant, du coup, tu travailles pour ce studio qui s'appelle The Seed Crew et qui développe des jeux vidéo, j'ai envie de dire, à dimension plus sociale. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France ou comment ça se passe? Non, pas Non. du tout. Il y a plein de studios très chouettes qui font des choses similaires. Je pense à Gamabilis. Je pense au studio qui a fait Smokyton, par exemple, qui est à Lyon et dont je mange le nom. Mais bref, il y a plusieurs studios comme ça en France. Et est-ce que c'est une autre façon de créer, du coup? Oui et non. Parce que il y a toujours ces contraintes de c'est un produit et on doit le vendre, donc on doit s'adapter aux attentes d'un public cible. Et puis il y a toujours l'idée de ok, mais sur ce point-là je ne veux pas transiger. Peut-être que le public n'a pas besoin, ou n'a pas envie, ou n'a pas l'intérêt de ça, et pourtant ce sera quand même dans le jeu. Mais sous quelle forme, c'est toujours une idée de négociation, de compromis. Ok. Et vous avez créé du coup ce jeu qui s'appelle, je ne vais pas me tromper, Recover, c'est ça? On peut l'appeler comme ça. En quoi il consiste ce jeu? C'est un jeu qui est utilisé pour la formation professionnelle en entreprise et qui porte sur différentes discriminations, par exemple le racisme, le validisme, la LGBT-phobie. Donc c'est un excellent exemple parce qu'au début c'était un jeu qui était pensé comme une série télé sur un temps long avec 30 épisodes par module, etc. Et en fait on s'est très vite rendu compte que la formation professionnelle n'était pas prête à ce type de format-là, et donc on a réduit drastiquement
les histoires pour correspondre au format des formations professionnelles. L'histoire a dû s'adapter à cette contrainte-là. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que le jeu en est moins intéressant ou est moins poussé, c'est simplement une idée de concentration et de comment est-ce que je réagence les éléments. Mhm. Et ça marche? Pour l'instant, on n'a pas Ouais. d'observation. On est en train de faire des observations. Donc la scientifique en moi dit on ne sait pas. On n'a pas le recul, Euh, ouais, c'est ça, c'est le manque de voilà. recul sur ce qui se passe. Ok, parce que je connaissais pas du tout, voilà, en fait, ce type de... Enfin, tu vois, moi, j'avais entendu dans le monde professionnel tout ce qui est de l'ordre des serious games, en fait, hein, voilà, mais du fait d'utiliser le jeu vidéo dans une dimension, justement, de sensibilisation, tu vois, à l'échelle professionnelle, je connaissais pas du tout. Alors, que nous racontent les viewers? Ils se sont calmés un petit peu, les viewers. Unfried dit le jaune attire... Ah, vous êtes encore sur le jaune, ok, d'accord. Le jaune attire l'œil humain, où Nicolas Lours dit c'est blanc des fois ou des traces d'usure pour les jeux plus réalistes. Bon, merci les gars, je vois que vous avez tout compris. Très bien. Hélène, est-ce que, pour terminer cet échange toutes les deux, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais que je te pose et que je ne t'ai pas posée? C'est-à-dire, en fait, dans tout ce que tu fais, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Hélène en une, au vu de tout ce que tu fais. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais qu'on aborde, ou pas spécialement? Peut-être le point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que aujourd'hui c'est moi qui prends la parole. Mais vraiment tout ce que je fais est le résultat d'un travail collectif avec des membres d'un studio qui font un travail génial, et que moi j'ai le titre d'artiste chercheuse, mais je travaille au sein d'un studio qui a des personnes qui font un travail extraordinaire et en recherche et en création artistique de manière générale. Mm. Et de la même manière dans la recherche, en fait, mon travail n'est que le produit de rencontres et de personnes qui me soutiennent et me relisent et m'aident et m'accompagnent. Et voilà, je pense que c'est important C'est chouette, de bien sûr. préciser. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est... J'osais pas le dire tout à l'heure quand je te posais la question sur voilà, l'industrie du jeu vidéo, etc., ses travers ou au contraire son attractivité, etc. Quand j'avais discuté avec les podcasteurs d'au coin du Checkpoint, ils expliquaient que c'est... voilà, bon, après, ils sont game designers, mais que c'est à la fois un travail qui est à la fois très solitaire et très collectif, en fait, hein. C'est-à-dire que, tu vois, Jacques nous disait, bah oui, moi je peux passer ma journée sur ma construction de boss, etc., machin, et puis en même temps on me dit de changer un truc, et en même temps c'est des réunions à n'en plus finir, et puis en effet on te dit que tu as plus de budget, moins de budget, etc., et puis qu'il faut faire attention, comme tu disais tout à l'heure, à ce qu'a fait le level designer en même temps, et celui qui s'occupe de... voilà, et c'était... et c'est intéressant que tu le soulignes, parce qu'en effet, alors je pouvais pas inviter tout ton studio, mais si tu veux, il y a pas de souci. Vous êtes combien du coup? Ça fluctue selon les moments parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en formation, notamment chez nous. Voilà. Mm. Au plus gros, on est une dizaine. Ok, très bien. Moi, j'ai une dernière question, 21h59. J'ai été d'une précision terrible. Si tu pouvais, alors j'ai pas fini ma question sur mon papier, mais je vais essayer de la formuler quand même. Si tu pouvais demain créer, je te donne une enveloppe infinie, d'accord? Donc tu ne penses pas finance, mais si tu pouvais demain créer un jeu qui soit en fait la synthèse de tes idéaux, autant en termes esthétiques qu'en termes voilà, de narration, etc. Il faudrait s'attendre à quoi? C'est trop dur, ok. Bon. Eh ben écoute, c'est ton prochain, c'est ta prochaine problématique, et c'est ta Ah putain, j'étais trop fière de cette question, bah bravo. Non mais ok, très bien. Non, ouais, c'est une question ça très... peut être ma prochaine problématique. Ouais, non mais enfin tu vois, qu'est-ce que tu mettrais, enfin tu vois, il y a une frite qui dit la synthèse de mes idéaux, ce serait un jeu où je fais une fondue savoyarde. Mais tu vois quelque chose, enfin voilà, où tu
une espèce de pâte pot pourri, quoi, tu vois, parce que dit comme ça fait pas très envie, mais de quelque chose où tu réussirais à synthétiser tout ce que t'aimes, en fait, hein, tu vois, ça donnerait quoi comme jeu, quoi, ça ressemblerait à quoi, ce jeu? Voilà. Je pense qu'il Mm. y aurait de la théorie, Ouais. et de la théorie, des phrases de théorie pure, parce que je pense que ça éveille. Et puis, le truc sur lequel j'aimerais travailler si j'avais du budget, c'est la sensorialité de l'expérience narrative. Mm. Très Voilà. bien. Alors, on va rester sur les sens. C'est très bien. Sur les sens et les sensations. Bon, j'espère que cette causerie vous a donné, chat, un maximum de sensations intellectuelles, bien entendu. Je te remercie, Hélène. Tu restes avec moi 5 minutes. Je vais couper le stream, d'accord? Et puis, je te dis au revoir comme ça, paf, en off, si ça te convient. Oxydo réduction, donc salut, tu restes, tu te mutes et puis tu restes, ça marche. Alors, tout le monde te dit au revoir, hein. Merci, c'était super intéressant, passionnant pour une première, je suis ravie. Merci Miss S et Hélène, c'est moi la Miss S. Bonne continuation. Sacha te dit au revoir Hélène, à bientôt. Lui, il était trop content de troller son truc. Unfried, merci beaucoup Hélène. Du courte interview très sympa. Merci à vous deux. Je rajouterai l'apport de la musique dans la narration. Oui, c'est vrai. Et ben, en fait, pour ne rien te cacher, du courte, j'avais approché, mais je l'ai pas relancé. Je sais pas comment on appelle ça. D'ailleurs, c'est un nom, music designer, on dit, ou comment ça se passe. Celui qui fait la musique, Hélène, dans les jeux vidéo, je sais pas. Et en fait, Sound designer, ouais, compositeur. ouais. Et j'aimerais inviter, mais il le sait pas encore parce que voilà, je l'avais approché sans lui proposer, le sound designer de Chants of Scénar, qui est un jeu que j'ai trouvé exceptionnel et la musique était absolument incroyable. Et voilà, ça pourrait faire un truc pas mal. Oxydo réduction dit. Alors Nicolas Lours dit un musicien, quoi. Oui, merci, merci de caricaturer tout ça. Oxydo réduction, bah merci en tout cas Oxydo pour le follow, c'était cool. Merci Gavard qui est parti très vite pour le sub et qui était tout gêné que le son du sub soit intervenu au moment où on était en train de discuter. Je vous remercie le chat d'avoir été. Alors vous voyez, hein, des fois on est 20, ça cause pas. Là on n'a pas été beaucoup et puis en fait vous vous êtes lâchés dans le chat. C'était quand même super cool. J'espère que ça vous a plu en tout cas et j'espère que voilà, vous avez apprécié. Pour info, je vous le dis parce que c'est tout nouveau. Alors oui, il y a que 2 causeries pour l'instant dessus, mais je vous le dis. En fait, tous les replays des causeries sont en train d'être mis en ligne sur une chaîne YouTube. Donc pour l'instant, c'est tout nouveau. Donc évidemment, en termes de chiffres, c'est totalement et de vues, c'est totalement ridicule. Mais comme j'ai déjà eu plus d'une quinzaine d'invités qui m'ont demandé le replay, les VOD, bah, Sacha notamment, hein, voilà, donc là je mets les VOD des causeries toutes les semaines. Là pour l'instant il y en a 2. Alors vous voyez, je suis pas très en avance et je suis pas très rapide, mais en tout cas voilà, sachez que tous les replays de toutes les causeries seront sur cette chaîne YouTube tranquillement et seront boum abonnés. Merci Unfried. Merci Forio d'être passé, c'est super cool, hein. Tu passeras à chaque fois bien sûr, hein. Donc vous le savez, mes causeries tous les mardis soirs, non pas tous les mardis soirs, mais en tout cas tous les 15 jours, tous les mardis, tous les 15 jours, je sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, je suis bien embêtée parce que dans 15 jours, je n'ai pas d'invité. Alors j'ai eu plein grâce à vos retweets de propositions pour voilà, potentiellement des invités pour mes causeries, mais pour l'instant rien n'est fait. Donc d'habitude, un mardi sur 2, merci Oxydo réduction, c'est la fatigue. Mais voilà, donc pour l'instant, Oxydo dans 15 jours, bah ouais, pourquoi pas, il faut m'envoyer un petit mail, un petit tweet pour voir, bien sûr, avec plaisir. En tout cas, voilà, pour l'instant, j'ai des approches, mais je n'ai pas, c'est la première fois depuis que je fais mes causeries que là, je n'ai pour l'instant personne. Donc je peux vous parler pendant 15 jours. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, je vais couper tranquillement le stream pour dire au revoir à Hélène. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour info, figurez-vous que ce vendredi, c'est les 2 ans d'affiliation de ma chaîne, donc je vais peut-être reprendre un petit peu de gaming. Voilà, donc on va voir. Voilà, bisous Maïka, tu m'avais manqué. Oh bah oui, Unfried, ouais, c'est vrai que j'ai pas beaucoup
J'ai pas été très très présente et toi je sais que tu as eu plein de choses dans ta vie aussi qui ont fait que c'est normal. Du coup, bonne fin de soirée à tous. Eh bien, bonsoir du coup. C'est salut Almamat, merci pour la modération. Je vous embrasse, bonne soirée.